Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission c'est 5 sur 7 matin et nous sommes ensemble jusqu'à 8h45. Place au forum de discussion. L'Assemblée nationale béninoise a voté récemment 3 textes qui constituent autant de réformes de fond quant à la protection du droit des femmes dans le pays. L'un d'entre eux a provoqué une levée de boucliers de la part, en premier lieu, des instances religieuses et même au sein de la société civile. L'extension des conditions dans lesquelles une femme peut avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. C'est un bouleversement prématuré, pensent certains. Entre incompréhension, promotion, protection des droits de la femme en matière de santé sexuelle et reproductive et respect de l'ordre divin, un débat s'impose. Il faut oser donc le débat. J'ai invité pour vous à cet effet l'honorable Sedami Ménégan Fagla, député à l'Assemblée nationale. Bonjour, honorable. Bonjour, Ricardo. Merci d'accepter mon invitation. En face de l'honorable Sedami Ménégan Fagla, un prêtre catholique, Hubert Kadouide, vous êtes curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Bonjour, mon père. Bonjour. Merci d'accepter mon invitation. Et puis, en face du père Kedouide, une jeune femme, Chanceline Mevawanou, elle est activiste féministe, présidente des jeunes filles actrices de développement. Bonjour Chanceline. Bonjour. Merci d'être là. Et puis, un sociologue également qui s'intéresse au débat en cours sur le vote donc de cette loi, Dr Aimé Chefa. Bonjour. Bonjour, monsieur Beko. Merci d'accepter mon invitation pour participer donc à ces échanges. Honorable Ménégan Sedami Fagla, dites-nous, qu'est-ce qui a concrètement changé dans la législation actuelle? Alors, ce qui a changé dans la législation, c'est de lever certaines restrictions. C'est d'élargir les conditions dans lesquelles la femme béninoise ou la femme résidant au Bénin peut accéder à l'interruption volontaire de grossesse. Depuis 2003, où cet acte médical a été légalisé chez nous, la loi était restée restrictive. Elle est restée restrictive parce que seules les femmes ou seules les grossesses consécutives d'un harcèlement, d'un viol, d'une relation incestueuse, ou lorsque la poursuite de la grossesse peut entraîner ou aggraver la santé de la femme, ou seulement lorsque le fœtus est porteur d'un handicap, c'est seulement dans ces cas que l'interruption volontaire de grossesse était tolérée au Bénin, était légale. Et le gouvernement a estimé que ce nombre de cas de personnes, de femmes ayant recours à l'IVG ne représentait pas la majorité, et que la plupart des femmes qui avaient recours à l'interruption volontaire de grossesse le faisaient parce que la grossesse n'était pas désirée, et que les conséquences en termes de santé, les conséquences sur la mortalité féminine, les conséquences sur l'avenir de la femme, des femmes qui ont recours à ça, étaient nombreux, et qu'il fallait s'arrêter pour élargir ces conditions. Donc, ce qui a changé, c'est que lorsqu'une femme estime qu'une grossesse, elle ne peut pas aller jusqu'au bout d'une grossesse, elle a le droit d'aller dans un centre de santé public. Elle aura désormais le droit d'aller dans un centre de santé public pour avoir recours à l'IVG, au lieu de le faire de façon clandestine, parce que ce n'est pas parce que la loi est là aujourd'hui que ça veut dire que c'est aujourd'hui que les femmes béninoises, que certaines femmes auront recours à l'avortement. Les femmes de tout temps, dans tous les pays du monde, ont recours à l'avortement lorsqu'elles estiment qu'elles ne peuvent pas aller jusqu'au bout de cette grossesse. Et les femmes béninoises ne font pas exception. Et lorsqu'une femme arrive à cette décision, et que ce n'est pas dans les cas, dans les restrictions posée par la loi en 2003, eh bien, désormais, elle peut également aller le faire de façon légale, de façon déclandestinisée, et puis, voilà, en toute sécurité. C'est surtout ça, c'est la sécurité, c'est garantir la santé, la vie future de la femme en âge de procréer. Parce que l'OMS dit que l'avortement est un acte médical. L'OMS a décrit l'acte médical, a décrit les différents processus pour procéder à cet acte-là. Et l'OMS dit que lorsque cet acte est fait, lorsque cet acte médical est pratiqué dans les conditions nécessaires, dans les conditions sanitaires requises, ou par les personnes compétentes, eh bien, il n'y a aucun risque pour la santé de la femme. Or, le ministère
des Affaires sociales, le ministère de la Santé et le ministère de la Justice nous ont présenté les conséquences, les décès, des femmes qui arrivent avec dans des cas, mais vraiment dans des conditions de santé totalement dégradées, avec les intestins dehors, les utérus perforés. Vous savez, lorsque vous avez écouté la réquisition des membres du gouvernement, vous ne pouvez pas rester insensible aux conséquences. Et le ministre de la Santé nous a posé une question. Il nous a demandé si vous avez l'habitude, si on vous dit que chaque année au Bénin, un crash, vous avez un Boeing de 200 personnes qui crashent chaque année, vous allez tous réagir. Et que là, en réalité, c'est ce qui se passe au Bénin. Voilà. Les chiffres, docteur Ebeshefa, font froid dans le dos. Il faut pouvoir étayer et l'Assemblée nationale a cru devoir prendre ses responsabilités. Merci, M. Pekou. Je voudrais préciser 2 choses avant d'intervenir. Je suis laïque, je ne suis pas religieux. Je ne suis pas acteur politique, je suis de la société civile. Et vous êtes sociologue. Et tout ce que nous dirons ici, enfin pour ma part, ce n'est pas parce que j'aime pas le gouvernement ou le président Talon. Non. Même si un Béninois ne soutenait pas le président Talon, au moins il soutiendra son œuvre, puisque c'est immense. Et ceci dit aussi, je voudrais rappeler que s'il s'agissait de lois ayant trait à la consommation des crayons de beauté, il n'y aurait pas de débat. C'est parce que nous tenons à la vie et c'est parce que l'Africain, dans la conception des faits, a placé un grand part au divin. Donc je suis là également pour protéger ma culture, parce que le sociologue ou l'anthropologue sont d'abord sociologues et anthropologues de leur société, d'abord. Okay. Alors ceci dit, je voudrais introduire mon propos par une allégorie qui nous présenterait mieux le tableau. Il s'agit d'une jeune fille X, âgée de 21 ans, qui a été sollicitée comme hôtesse au cours d'un forum international où elle a rencontré M. Y, qui est de nationalité américaine, qu'elle ne connaissait donc pas. Et ils se sont amourachés durant le séjour de 4 jours de ce monsieur qui est venu à un séminaire international ici. Celui-ci est rentré chez lui à l'issue de son séminaire. Elle découvre mademoiselle X, âgée de 21 ans, un mois plus tard, qu'elle est enceinte. Ce serait un plaisir pour elle de garder son petit métis. Mais elle se réalise très tôt qu'il faut que M. Y vienne à la mairie et signer un papier pour dire qu'il est l'auteur de la grossesse. Donc elle a le dos au mur. Donc son désir de garder son métis ne peut pas être une réalité. Et au-delà, elle s'est rendue compte que sur l'acte de naissance de cet enfant-là, parce que la même loi lui donne également la possibilité de faire porter son nom à l'enfant. Alors elle a trouvé que là où il faut mettre le nom du père, on va mettre néant. Et que ce ne serait pas plaisant pour l'enfant de présenter un acte de naissance sur lequel, là où il y a la patronymie du père, on met néant. Elle se souvient que la loi lui donne la possibilité. Je dis, il s'agit d'une allégorie. Elle se souvient que la loi lui donne la possibilité d'aller se faire avorter en toute légalité parce que justement, elle est en détresse morale. Donc, elle explique ses sentiments à un spécialiste qui s'en occupe et trouve donc qu'elle pourrait se faire avorter. Ce qu'elle a fait des mains de l'expert le plus pointu de la République. Et comme il se trouve que dans notre anthropologie, c'est Dieu qui donne la vie et qui la retient, il se trouve qu'elle en est passée de vie à trépas. Voilà une image allégorique du tableau éventuel sur lequel nous pouvons nous retrouver. Il n'y a pas que cette image, il peut en avoir d'autres. Mais je voudrais simplement préciser. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, je voudrais simplement préciser que ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les députés, mais on voudrait longuement discuter, voir les différents aspects confins de ce que nous sommes en train de faire n'étant pas Dieu, et qu'à tout moment, il pourrait avoir un bobo quelque part. Et il vaudrait mieux faire intervenir nos consciences sur cela maintenant, pendant que c'est possible, plutôt que de traîner ça plus tard. Et je précise qu'en Afrique, en dehors du Bénin, qui vient d'arriver dans ce cercle,
Sur les 54 États, il n'y a que 5 qui ont ce corpus juridique. Ah bon? L'Afrique du Sud, la Tunisie, le Cap-Vert, le Mozambique et le Burkina Faso. Donc vous pensez que c'est un bouleversement prématuré? Les plus proches, c'est le Burkina Faso. Et qu'il soit souligné qu'au Burkina Faso, la loi interdit le paiement de la dot. Comment ils sont arrivés là? Je pourrais vous le décrire. Et puis, au Burkina Faso, également, on connaît les péripéties autour d'un mariage par rapport à leur histoire et à leur anthropologie. Vous voulez dire que le vote de cette loi à l'Assemblée nationale est un bouleversement prématuré? Pour moi, on pouvait encore attendre. Ouvrir ces vannes maintenant, c'est un peu trop tôt. Que dire de nos conseils d'éthique? Les a-t-on consultés? Que dire de l'avis de nos grands professeurs en médecine, en sociologie, en anthropologie, en histoire? Je disais la fois dernière que ce Parlement a un problème de déficit de communication. Nous avons une culture parlementaire dans ce pays. Ils nous représentent. Ils ne sont pas allés là-bas sans nous. Ils sont les représentants du peuple. Et comme 11 millions de Béninois ne peuvent pas aller s'asseoir à Porte-Nouveau, on leur a donné ce privilège-là de nous représenter. Alors, les grandes questions les plus sensibles sur lesquelles ils doivent discuter et voter et qui engagent l'avenir de notre nation, peut-être sur des centaines d'années, l'ORTB avait pour habitude de nous retransmettre les débats de nos députés et ça nous permettait de les connaître. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Béninois qui ne connaissent pas les députés. Parce que cette culture parlementaire est rompue. D'accord, docteur Aimé Chefa. Père Kadouide, vous avez suivi le développement de l'honorable Sedami Ménégan Fagla et puis, je dirais, la réponse du sociologue. L'Église catholique, juste, je dirais, un peu après l'annonce donc du vote de cette loi, s'est insurgée carrément contre le vote de cette loi parce que, estimant que cela ne répond à rien du tout. Les évêques du Bénin étaient en session ordinaire à Cotonou et ils ont appris que, en fin de compte, après chaque intervention de l'Église au niveau de la protection de la vie, ils ont appris que les députés se préparaient à voter. Donc il y a eu d'abord un premier appel des évêques, avant même le vote, un premier appel. Et ce qui a été rare dans les habitudes de nos pères, les évêques, c'est que ce communiqué adressé, cet appel adressé aux députés a été réalisé tôt le matin, à 2 heures du matin. Les pères, les évêques, ayant travaillé le mardi toute la journée, étaient quand même fatigués. Mais ils devraient, pour sauvegarder la vie, protéger la vie, appeler les députés à pouvoir bien penser, repenser et étudier à fond, sous-peser et tout faire pour que notre pays ne soit pas engagé dans l'aventure de plusieurs pays dans le monde qui ont les équipements qui sont plus développés que nous et qui ont quand même beaucoup de problèmes, malgré la légalisation des avortements. Donc les évêques ont appelé les députés. Je pense que leur appel, peut-être, c'est venu trop tard, comme disent certains, et n'a pas été entendu. Et c'est pour cette raison que les évêques, à la fin du vote, ont encore écrit pour estimer leur déception. Je voudrais rappeler que les évêques, en écrivant la veille, ont dit dans leur correspondance que non seulement ils demandaient, mais ils suppliaient les députés, surtout catholiques. Mais pourquoi l'Église est contre? Parce que l'Église, c'est la vie. Et l'être humain, c'est la vie. Aucun de nous ne peut accepter la mort. C'est vrai que nous compatissons à toutes les femmes en détresse. Et je pense que l'Église est une institution qui, au mieux, travaille à accompagner les femmes qui sont en détresse avec toutes les ressources que nous avons. Mais en fait, les députés... Je voudrais terminer. Oui. En disant, tout en voulant sauvegarder
la vie de la femme qui est nécessaire, C'est ce que les députés veulent faire. nous voulons également sauvegarder la vie des enfants à naître qui, aujourd'hui, n'ont personne pour les défendre. Les enfants à naître, parce que la femme est déjà née, elle a joui de la vie, elle a eu, hélas, une aventure qui, maintenant, risque de détruire sa vie. On le sait, on veut tout faire pour sauvegarder cela, mais en même temps, l'Église dit, en voulant sauver la vie de la femme, ne mettons pas en danger la vie du bébé, Mais de l'enfant à naître. dans le test, C'est ça, Père Kadouide, peut-être que l'honorable va revenir là-dessus dans un instant. Dans le test, il est clairement explicité que cela peut se faire dans l'intervalle de 12 semaines, suivant certaines conditions. Et que les chiffres présentés officiellement par le gouvernement, plus de 200 décès chaque année, les chiffres quand même font peur. Alors, les députés sont quand même dans une logique, celle de protéger la vie des populations et des femmes Je voudrais en d'abord l'occurrence. faire observer que lorsque il y a un problème, on étudie le problème, on voit les causes du problème et on regarde les perspectives éventuelles. Il y a 200 décès, n'est-ce pas? Quelles en sont les causes pour ceux qui ont avorté clandestinement et qui sont morts? Quelles en sont les causes? C'est de quelle tranche d'âge? Quelles sont les circonstances? Il y a des paramètres à faire connaître pour un tableau clair au niveau de l'étude avant de se prononcer. Si, comme dans les autres pays, la plupart de ceux qui avortent, même en France, 62% des personnes qui avortent furent légalement font partie des jeunes plus ou moins mineurs. D'accord. Ça veut dire que nous sommes dans une situation où il faut analyser les tranches d'âge, les causes qui sont à la base de cette clandestinité. Puisque l'acte posé, qui est clandestin, pensez-vous que à cause de la légalisation, ils vont sortir de la clandestinité? C'est pas évident, puisque si j'ai ma mère députée ou mon père député, et quand ils sont absents, je fais de n'importe quoi avec quelqu'un qui est à côté, si quelque chose m'arrive, la peur, etc., peut m'amener à aller consulter Internet, à faire ceci ou à faire cela, et à continuer dans la clandestinité. Donc la solution, ce n'est pas là. Ce n'est pas encore la légalisation. D'accord. La solution, c'est l'éducation pour nous. Chanceline, la solution, ce n'est pas la légalisation selon vous? D'abord, je pense que la compassion ne sauvera pas les femmes au Bénin. Parce que depuis 2003, on a vu les conditions. Et personnellement, je pense, même si on met en place toutes les conditions, l'Église en tant qu'institution ne va pas valider ça. Donc, on ne va pas se leurrer. C'est une loi qui choque beaucoup et qui touche les sensibilités. Mais nous devons devenir audacieux et aller au-delà. Quand on écoute les médecins, quand on écoute les agents de santé, moi je suis activiste, je travaille en communauté. Je suis avec les femmes, les filles dans les communautés. Donc je peux parler en fonction de ce qu'elles vivent. Et beaucoup de familles, que fait-on de ces familles-là qui perdent des filles, qui perdent des femmes censées, la plupart du temps, des femmes censées travailler et sortir ces familles de la pauvreté. Ce n'est pas seulement un manque à gagner pour la société, mais pour le gouvernement, pour les familles. Et même l'éducation prend un coup, l'éducation des enfants, quand la femme qui était censée s'occuper de l'éducation. Et quand on écoute les agents de santé, au Bénin actuellement, selon les chiffres que nous avons et les histoires, la plupart des femmes qui font recours à l'IVG sont des femmes mariées. Ce n'est pas forcément les jeunes filles dépravées. Non, il faut écouter les gens, il faut écouter les histoires et les vécus authentiques. Déjà, l'accès à la contraception est un problème. L'Église en tant qu'institution, qu'est-ce que l'Église fait pour l'accès à la contraception pour toutes les femmes si on veut que les femmes un jour ne demandent pas à avoir recours à l'IVG? Ça, c'est une question. La sexualité dans notre société, on n'en parle pas vraiment à cause des tabous qui entourent, à cause des croyances lourdes. Et si on va attendre, le contexte n'est pas bon, il faut attendre, il faut toujours attendre. Quand est-ce qu'on va arriver à un réel changement? Ce n'est pas possible que tout le monde soit d'accord. Et l'idée, ce n'est pas que tout le monde soit d'accord.
Qu'est-ce qu'on fait de ces 200 femmes béninoises qui meurent chaque année? Là, c'est la question. Et quand ces femmes meurent, ce n'est pas seulement la mort, ça aussi, c'est la vie qu'il faut préserver. Ce sont des familles, c'est l'éducation des enfants, c'est l'avenir de ce pays qui est en train d'être mis en danger. Et quand on parle, je vois une infantilisation des femmes. De genre, quand une femme tombe enceinte, tout de suite, dans un claquement de doigts, elle dit « Ok, la loi l'autorise, je vais avorter ». Mais ce n'est jamais le cas. Il faut pouvoir écouter les femmes. Elles sont capables de réflexion. Et c'est un processus qui en amène jusqu'à dire « Ok, je vais avoir recours à l'IVG ». Parce qu'elle a longuement réfléchi. Elle n'a pas pris cette décision d'un claquement de doigts. Et parfois même, ce sont les pères de famille qui demandent « Il faut aller avorter ». Pas forcément les femmes elles-mêmes. Il faut pouvoir le dire. C'est pas les femmes. Vous pensez? Très clairement. Et quand on écoute les agents de santé, vous allez entendre des témoignages. Vous allez entendre des choses. Ce n'est pas le bon vouloir des femmes de détruire la vie. On est pour la vie. Mais quand cette vie-là, et la loi a précisé les 12 semaines, quand cette vie à venir détruit plusieurs autres vies, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, on appelle à la responsabilité de chaque personne. Et quand on prend cette responsabilité, ce n'est pas forcément qu'on est contre les croyances. Je suis d'accord qu'on n'a pas eu un débat social pour en arriver là. Mais puisque c'était illégal, puisque quand on soulève la conversation, on hérite des insultes, on hérite des clichés, on hérite des stéréotypes, comment est-ce qu'on allait en parler? Et cette loi installe le contexte déjà pour en parler. On ne voit pas forcément là tout de suite. C'est le contexte que la loi crée. La loi amène la flexibilité pour aborder les causes profondes. On connaît les causes profondes. Parce que depuis 2003, on entend les histoires, on voit ce que les femmes... Et quand les filles se retrouvent hors de l'école à cause de ça, quand une fille en arrive à mettre des rayons dans son sexe pour perforer son utérus, il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'elle en arrive à faire ça? Qu'est-ce qui sous-tend cela? Et c'est parce qu'elle a peur pour son avenir, parce qu'elle a peur des parents qui vont la frapper, la renvoyer de la maison, alors qu'elle n'a pas eu accès à une éducation sexuelle pour avoir des comportements responsables. C'est une question de cause à effet. Et si la société ne prend pas ses responsabilités, on va toujours en arriver là. Maintenant, la loi met tout le monde à table. Comment est-ce que chaque acteur prend ses responsabilités? Je suis d'accord pour l'éducation, parce qu'on change les mentalités par l'éducation, mais pas une éducation qui favorise une couche et qui enlève les autres, parce que tout le monde aussi a droit à l'éducation, à l'information. Et quand on parle des questions de conscience, justement, c'est cette femme qui prend sa décision en toute conscience, en toute responsabilité. Vous vous retrouvez, vous, Chanceline, dans une situation comme exposée à l'entame de ce débat par Dr Aimé Chefa. Vous vous retrouvez dans une situation comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous gardez la grossesse ou vous la sautez? Il y a deux cas. Si je veux garder cette grossesse, je la garde, malgré tout ce qu'il y a autour. Je trouverai un moyen de faire venir le monsieur pour enregistrer mon enfant, ou je donne mon nom à mon enfant. Le truc de néant qui amène la honte, c'est juste un inconfort à surmonter. Si je veux garder mon enfant, je garde. Il vous est arrivé de penser une fois sauter une grossesse? Oui, dans plusieurs conditions. Je me suis dit, si un jour je me retrouve là, et il y a telle situation, qu'est-ce que je fais? Et beaucoup de filles, beaucoup de jeunes femmes se retrouvent stressées. Parce que non seulement on ne peut pas parler des questions de contraception, si un jour tu te retrouves face à une situation où cette même société va te discriminer, te traiter de dépravé, alors même si cette grossesse est issue d'un viol, que tu ne peux même pas en parler à haute et intelligible voix, et que ça te pose problème, où est-ce que tu vas en parler? Donc il y a plusieurs conditions où tu vois que ton avenir est en danger, et cette société sera encore prête demain, si tu ne réalises pas tes rêves, à te dire que c'est une paresseuse. Elle a fait honte à sa famille, elle ne fait pas honneur à l'éducation. C'est un manque à gagner pour le pays. Investir sur les filles, c'est pas bien. Mais quand on dit de lever les obstacles qui empêchent les filles de réaliser leurs rêves, là, on ne veut pas défier nos propres sensibilités, on ne veut pas défier l'inconfort. Il est quand même un constat, honorable Sedami, que c'est un bouleversement prématuré, comme l'ont dit vos prédécesseurs à l'instant même. Vous savez, j'ai suivi avec attention ce que chacun a dit, et je voudrais vraiment dire à Chanceline Mevorani, que je connais bien, combien je suis fière de ah bon, de vous ça. Connaissez. Je me rends compte que je la connais bien, et combien je suis fière de ses arguments. Vous savez, je suis d'accord que l'Église doit jouer son rôle. Absolument. L'Église est un objecteur de conscience, hein, pour nous tous, dans toutes les sociétés. En tout cas, la foi, en réalité, c'est même pas l'Église, la foi est un objecteur de conscience. Et en Afrique, nous sommes encore accrochés à cela. Et moi, mon rêve est que l'Église, ou toutes nos confessions religieuses,
arrive justement à travers les dogmes qu'elles prescrivent à aider toutes les couches de la société à se retrouver, à suivre ces valeurs-là, à se conformer à ce qui serait bien. Moi, j'ai des valeurs parce que j'ai des croyances, j'ai toute une foi. Mais l'Église échoue sur bien de nous, ou en tout cas les confessions religieuses échouent à bien des endroits. Parce que, qu'on le veuille ou non, dans notre société, nous avons des êtres humains qui sont prêts à aller aux extrêmes, à l'extrémité, à mettre leur propre vie en danger pour ne pas poursuivre une grossesse. On parlait des chiffres. En réalité, c'est la partie visible de l'iceberg qu'on se dit tous ici, mais nous connaissons notre société. Le gouvernement nous dit qu'ils n'arrivent pas à sauver 200 femmes. Mais toutes celles qui ne viennent pas, qui ne sont pas déposées à l'hôpital, toutes celles qui meurent dans leur coin. Et il n'y a pas que les femmes qui meurent. Il y a les conséquences liées justement à cet acte-là qui souvent fait que la femme dans sa vie adulte ou dans sa vie de femme mariée ne peut pas engendrer à peine, ne peut plus avoir d'enfants. Il y a l'infertilité qui est liée à l'interruption volontaire de grossesse. Et ça, c'est aussi un drame sociétal. C'est une conséquence sur laquelle on ne peut pas fermer les yeux. Dans notre société, lorsqu'une femme ne peut pas donner la vie, on sait combien elle est condamnée, n'est-ce pas? Et je voudrais dire que je remercie l'Église, je remercie toutes ces confessions religieuses qui nous permettent de mener le débat. Et mon rêve est qu'ils arrivent réellement, rien que par leur foi, à sensibiliser déjà les membres de leur confession les fidèles, leurs propres fidèles, qu'ils arrivent à les sensibiliser suffisamment pour qu'on ait une diminution des recours à l'IVG. Mais là où le piège se trouve, honorable Sedami, c'est qu'avec cette loi, désormais, l'avortement légalisé, à tout moment, une femme, une jeune fille peut se faire avorter. Absolument pas. En réalité, cette loi ne concerne pas les... En fait, vous faites une confusion entre les femmes qui veulent porter une grossesse, qui tombent enceintes et qui sont prêtes à tout pour aller jusqu'au bout de cette grossesse, et les femmes ou filles qui, lorsqu'elles tombent enceintes, malgré tout ce qu'on peut leur dire, malgré, tous les conseils qu'on peut leur donner, sont prêtes à tout pour se mettre en danger pour avorter. La loi s'adresse à celles-là en réalité, celles qui ont fini la réflexion, celles qu'on n'a pas réussi à convaincre, celles qui de toute façon... Et la part à trouver, c'est la détresse psychologique. Celles qui de toute façon, qu'on leur garantisse les conditions ou pas, qu'on les aide ou pas, qu'on les sensibilise ou pas, qu'on leur rappelle qu'elles iront en enfer ou pas, sont prêtes à se mettre elles-mêmes en danger. Vous imaginez, si on vous dit que... la route, tout ça, que si vous n'avez pas envie de vous lever demain, de la traverser, de laisser les voitures vous cogner, vous irez facilement. En fait, la femme qui décide de se mettre dans l'utérus les aiguilles à tricot, la femme qui décide d'aller vers un menuisier pour qu'il lui mette des choses dans l'utérus, la femme qui décide de boire des tessons ou de mettre des tessons de bouteilles dans son corps, sachant que ça pourrait entraîner sa propre mort, on ne peut plus rien pour celle-là. Il n'y a plus rien pour revenir sur la décision. Et c'est à celle-là que cette loi s'adresse. Ce n'est pas à celles qui sont prêtes, celles qu'on a réussi à convaincre, celles que la foi a réussi à convaincre d'aller jusqu'au bout de cette grossesse. On ne s'adresse pas à celle-là. Et ça n'entraînera pas une augmentation de l'IVG. Oh, vous savez, même dans les pays les plus riches, même dans les pays où, lorsque vous tombez enceinte, à partir du moment où la grossesse est reconnue, est prouvée jusqu'au bout, on vous suit, vous avez accès à tout. Même dans ces pays, les femmes ont recours à l'IVG. Donc le recours à l'IVG, ce n'est pas lié au confort, ce n'est pas lié, c'est plus grand que ça en réalité. Docteur Chefa, vous êtes convaincu? Un homme marié ou un homme qui va avec une femme et que celle-ci tombait enceinte et qui lui demande de se débarrasser de la grossesse est un assassin. C'est lui qu'il faut plutôt jeter en prison. Ça, c'est une réalité, il ne faut pas le nier. J'ai l'impression qu'on n'a pas construit l'arbre à problème avant de vouloir chercher à apporter la thérapie. Pourquoi les femmes cherchent à avorter? Parce que leurs grossesses ne sont pas désirées.
pourquoi leurs grossesses ne sont pas désirées. Et en raisonnant comme ça, vous allez voir, on va arriver au vrai problème qui se pose. Il me semble qu'on n'est pas arrivé au vrai problème. Moi, je connais une femme qui s'est fait avorter au Burkina Faso par un expert et qui est morte. Il ne faut pas penser que les femmes qui font une interruption volontaire de grossesse meurent parce qu'un expert n'est pas intervenu. Non, puisque dans tous les cas, c'est une intervention chirurgicale à risque. Et on en parle tout comme si le risque est zéro, alors qu'il n'est pas zéro. Et dans tous les cas, il y a forcément à braver quelque chose pour aller le faire. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre, il faut en tenir compte. Je voudrais aussi dire que, qu'on le veuille ou non, de par notre culture, de par notre anthropologie, il faut transcender les faits et aller dans l'immatériel. Que dire de ces enfants que notre culture appelle Tohosu ou Dan, par exemple, ou Bignon? J'ai une collègue qui a fait sa thèse là-dessus, Dr Pierre Tourundonungo. Ces enfants que vous ne pouvez pas raser et que si vous voulez les raser, ils vont vous raser. Que dire de ces enfants-là? C'est tout ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire il y a tellement de paramètres dont il faut tenir compte. Mais vous avez suivi Chanceline tout à l'heure qui a expliqué ce que vivent les jeunes filles aujourd'hui et qui, en réalité, poussent certaines à se faire avorter. Et donc, pour elles, la loi vient à point nommé. J'ai beaucoup aimé le raisonnement de Chanceline, mais il y a un petit point que je n'ai pas aimé. Quand vous voulez bâtir votre maison, vous appelez l'architecte, vous appelez le maçon, vous discutez, vous allez sur le terrain, il regarde tout ce que vous demandez. Est-ce que la superficie vous permet de le faire? Vous discutez longtemps, vous avez un plan, il est beau et bon, et son exécution commence. Pour voter une Qu'est-ce que loi, vous voulez dire? Pour voter une loi d'une sensibilité aussi grave, ce n'est pas lorsque la loi est déjà votée qu'on discute. On discute d'abord. Si vous voulez élaborer, vous allez prendre vos bœufs et les mettre derrière la charrue, ils sont devant. Alors, le moment de discussion, c'est avant le vote de la loi. Ce n'est pas après. Ce qui n'a pas Et été. je voudrais préciser aussi que de par ma profession, Oui. je discute aussi beaucoup avec les acteurs sociaux. Et je vais dire dans une approche sérieuse et rigoureuse. Si moi, je n'ai pas sorti de chiffres ici parce que je n'ai pas fait d'études. Je n'ai fait aucune enquête, c'est pour ça que je me suis gardé de sortir des chiffres. Et si je les sors, M. Pékou, ce sera sérieux. Parce que j'ai fait le terrain, j'ai collecté des données avec des instruments rigoureux, scientifiquement valides, et cela sera reversé dans le compte et le patrimoine de la communauté scientifique. Donc, je me garde de sortir des chiffres. D'accord. Les femmes qui viennent à l'hôpital avec des intestins, ce n'est pas parce qu'elles ont cherché à faire un avortement clandestinement. C'est parce qu'elles n'ont pas élaboré le cycle de conduite de leur vie et que peut-être elles ont permis des choses qu'elles ne devraient pas permettre à des hommes que l'éthique a déjà abandonné depuis. Il faut qu'on en parle parce que beaucoup d'hommes entraînent les femmes dans cette boue-là parce qu'il leur manque d'éthique et on ne peut pas tout permettre. Ce n'est pas possible. Je voudrais finir, Oui. M. Pékou, en disant que pour la valeur que la vie a, je l'avais dit et je reviens là-dessus, s'il s'agissait de crayons de beauté, on n'allait pas discuter. Mais il s'agit de vie. Et c'est parce que nous y tenons tous. Et c'est parce que nous savons que pour nos honorables députés aussi, c'est une peine. Je connais beaucoup d'entre eux. J'ai des amis d'entre eux, j'ai des collègues, j'ai des professeurs d'entre eux, j'ai des parents d'entre eux. Et pour eux aussi, c'est une peine. Et quand c'est une peine comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On discute. On dépose les choses sur table. On peut en parler longtemps avant d'en arriver. D'accord, je viens à vous, honorable. Vous ne voulez pas perdre le fil parce que le père, vous voulez réagir depuis, après les propos de Chanceline. Non, il peut parler. Allez-y, allez-y. C'est ce qu'il a dit. Merci, père. En réalité, il parle de la discussion avant. Ce qui n'a pas été fait à l'Assemblée nationale, honorable Sedami. Vous savez, vous avez décidé au nom du peuple sans pour autant faire le débat. Je n'ai pas fini. Oui. Dans aucun article de la Constitution, vous n'allez lire qu'il faut absolument consulter le peuple avant une décision. Nous sommes là pour représenter le peuple, y compris celles qui ont dépassé
en fait, y compris ce peuple qui a dépassé la limite. Mais vous n'avez pas échangé, par exemple, avec l'Église, les religieux, la société civile. La position de l'Église est connue sur ces sujets depuis des siècles. Et donc, on ne va plus vers l'Église, vu que la position est connue. Notre pays est laïque. Nous avons choisi la séparation entre l'Église et l'État. Oui ou non? Et que disent les acteurs sociaux? À moins qu'on remette ça en cause. Et parmi les acteurs sociaux, nous avons écouté tout à ceux qui sont favorables. Tout à l'heure, il parlait, je ne suis pas d'accord, il parlait des conséquences des professeurs. Nous avons écouté les médecins. Les médecins réclament, l'association des gynécologues du Bénin réclame cette loi, cet élargissement-là depuis. Parce qu'en réalité, c'est eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et je n'ai pas fini. Parce qu'en réalité, ceux qui se retrouvent à récupérer à l'hôpital, à récupérer ça, à gérer ça, ce ne sont pas les anthropologues, ce ne sont pas les anthropologues, ce ne sont pas les confessions religieuses, ce ne sont pas les sociologues. La sensibilité est forcément différente lorsque vous êtes médecin, lorsque vous êtes face à la vie, à sauver une personne qui a déjà accepté de se mettre elle-même en danger. La perception n'est pas du tout la même. Mais quand ces jeunes filles meurent, on les amène à l'église lors de leur enterrement. Parce que ça, c'est des dogmes que nous avons érigés. C'est comme ça. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des dogmes que nous avons érigés. Mais ces dogmes n'ont pas permis à ces filles de ne pas aller à ces extrêmes. Et c'est là où on veut se voiler la face. Et on dit que non, c'est de la bienveillance ce que vous dites. C'est un monde idéal. Et nous en rêvons tous. J'en rêve autant que vous. Et il faut sortir de l'idéalisme. La réalité est celle qu'elle est. Et l'État a le devoir de s'occuper de la réalité, de ce qui se passe au quotidien. Sauver une femme. Aujourd'hui, l'État se bat pour mettre en place un écosystème pour que la femme béninoise puisse profiter pleinement. Tout à l'heure, vous parliez de possibilités de la fiche de paternité qu'il faut, de la reconnaissance de paternité. C'est faux, vous ne connaissez pas bien les lois. La loi dit que si le père ne peut pas reconnaître l'enfant, vous avez le droit de lui donner votre nom. Vous avez dit que cette femme, si elle se dit que le monsieur doit se déplacer pour venir faire la reconnaissance de paternité, que machin, ça ne l'arrange pas, tout ça. Votre allégorie, elle n'est pas tout à fait juste. Si ce monsieur ne peut pas se déplacer pour venir faire... Été juste. Ce monsieur, oui, mais parce que vous donnez des images, nous sommes à la télé ici, et tout ce que vous dites est suivi et entendu, et peut être retenu. Donc il est important que moi je revienne là-dessus pour dire que ce n'est pas ce que la loi dit. La loi béninoise dit, lorsque le monsieur ne peut pas reconnaître l'enfant, vous avez même le droit de lui donner ce nom. Mais si la femme dépasse tout ça, si la femme dépasse tout ça pour décider qu'elle veut avorter, l'État a le devoir de la protéger. Point. D'accord. Mon père, finalement, l'Église catholique, on connaît sa position. L'Église catholique devrait maintenant amener les fidèles à rentrer dans la même dynamique. Je pense que pour la plupart du temps, on méconnaît plutôt la position de l'Église catholique. On méconnaît parce que on n'accepte pas d'écouter l'Église catholique. Je voudrais dire que quand on regarde au niveau de la vie que nous sommes en train de vouloir défendre et protéger, il faut souligner quelque chose qui est très important. Je suis d'accord. On est dans un État laïque au Bénin. Bien sûr. Mais je voudrais vous dire qu'en Afrique, le tout premier partenaire de l'État en matière de santé, c'est l'Église catholique. Même au Bénin ici. Puisque l'Église catholique ne reste pas là à dire Seigneur, Seigneur. La réalité sociale. Mais l'Église catholique ne connaît pas forcément ce que vivent les jeunes filles, comme bien sûr, puisque quand on comptabilise au Bénin ici, les centres qui accueillent les femmes, qui écoutent les femmes, l'Église catholique est première. Quand j'ouvre mon bureau en tant que curé de paroisse et qu'il y a 10 personnes qui entrent, c'est 8 femmes. Ça, ce sont les secrets de confession. Non, c'est pour vous dire que, ceux qui écoutent les femmes au mieux, c'est encore les religieux. C'est nous qui avons les cris de détresse. C'est nous qui les accompagnons à l'hôpital. On parle de l'avortement, c'est d'accord. Mais celles qui ont juste le palu et qui ne peuvent même pas aller à l'hospital, c'est encore l'Église. Mais est-ce que cette loi ne constitue pas une avancée pour ces jeunes filles-là? Comme ça, vous n'aurez plus à entendre. Non, je voudrais vous dire que c'est ce qu'on nous a servi il y a des années au niveau des préservatifs,
C'est comme si les préservatifs et les pilules ont échoué, puisque c'était pour permettre à la femme d'avoir une grossesse désirée. Bien sûr. Mais malheureusement, on a vu que malgré la distribution des préservatifs dans les écoles du nord au sud, de l'est à l'ouest, malgré tout ça, mais il y a toujours des grossesses non désirées. Ce qui veut dire que pour nous, on revient à l'église qu'il faut d'abord toucher l'homme. Qu'il faut d'abord toucher l'homme grand âge. Qu'il faut d'abord toucher le cœur. Qu'il faut d'abord toucher la personne. Et l'église, dans sa dynamique, travaille toujours sur la personne et non sur les objets. Donc c'est la différence d'approche au niveau de l'église comme au niveau de la société. Et l'église a toujours défendu ça. Donc c'est pour vous dire que, quel que soit ce qu'on dit, l'église met au cœur quelque chose qui est capital, c'est la vie. Et l'église ne peut pas séparer la vie de la femme de la vie de l'enfant à naître. C'est ça la différence entre nous. Sinon, de réagir. Non, mais je n'ai pas fini. Puisque ils ont eu la parole, j'ai eu la patience et la longue patience de les écouter, qu'ils me permettent moi aussi quand même de parler. Donc, je voudrais souligner ça très important. Deuxième chose, tout à l'heure, j'ai écouté le journal. Un député disait ceci. Il disait clairement qu'ils prennent des décisions que le peuple qu'ils représentent ne comprend pas. Et qu'il espère que le peuple sera inspiré. Quand j'écoute des trucs comme ça, je me dis, il faut faire attention. Les députés sont là pour représenter le peuple. Et chaque fois, il faut qu'ils aillent à la base. Il faut qu'ils aillent à l'écoute du peuple. Accompagnent le peuple aux besoins. Et prennent des décisions pour le peuple à la place du peuple. C'est en quelque sorte, c'est ce qu'ils ont reçu comme mandat. Donc cette démarche-là, il faut aussi que ça soit une démarche importante. Je termine en disant que sur le plan culturel également, sur le plan de la culture, c'est-à-dire de la conscience collective que nous avons de la vie, Madame la députée a souligné tout à l'heure, une femme qui n'a pas d'enfant, on sait tout ce que cela représente pour nous. Une femme qui est en détresse après les avortements, on sait tout ce que ça représente parce qu'on a parlé des choses qui viennent après. Mais il faut aussi penser à toutes celles qui ont légalement avorté dans notre société et qui ont des détresses plus tard. Et ces détresses-là, c'est encore pour la plupart du temps l'Église qui les assume. Chanceline? Oui, je pense que si on en est là, c'est un peu l'échec de tous les acteurs de la société. Parce que si l'Église n'a pas réussi à travailler sur la femme pour qu'elle n'en arrive pas à désirer un IVG, si les anthropologues n'ont pas réussi, si le gouvernement, si la société, dans toute sa démarche, n'a pas réussi à faire ça, l'État a la responsabilité de rendre disponible le contexte pour que ces femmes-là puissent être sauvées et avoir recours à l'IVG. Et moi, j'ai envie de demander à l'Église et à notre anthropologue, il y a eu beaucoup d'associations comme ABPF au Bénin qui ont mené des conversations depuis des années avant qu'on en arrive là. Et je me rappelle à chaque fois, les religieux étaient invités, tous les acteurs étaient invités. Maintenant, quels sont les représentants qui étaient invités pour que l'Église se dise on n'a jamais été associé aux discussions, pour que les anthropologues disent on n'a jamais été associé aux discussions. Tout le monde a toujours été associé et les débats n'ont jamais été faciles. Les débats n'ont jamais été faciles, ça finit même dans des insultes. Et on voit réellement combien la question est sensible. Et j'ai l'impression que quand on parle de peuple, c'est globalisant et on en arrive à oublier les individualités. Chaque individu représente le peuple. Et si nous devons prendre une décision pour avantager le peuple, c'est une décision où tout le monde se trouve favorisé et peut s'en sortir à travers cette décision-là. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et j'ai aussi l'impression qu'on idéalise le gouvernement ou autre. Le gouvernement n'a pas la solution idéale. Il y aura des risques, il y aura beaucoup de choses. Et c'est pour ça que la société existe,
pour rappeler sur les potentiels éléments qui représentent les risques, pour recadrer tout ça. Et il faut comprendre qu'il y a une décision, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que ça, on n'en arrive pas à dérive? C'est la réflexion qu'il faut maintenant. Vous savez, Chanceline, je viens de lire un message d'un téléspectateur qui dit que vous êtes plutôt dans l'idéalisme, vous êtes plutôt dans la théorie, parce que vous êtes jeune, vous n'avez pas encore vécu des situations que des femmes vivent et qui, malheureusement, constituent, je dirais, un tournant définitif dans leur vie et qui regrettent en réalité tout ça. Vous ne savez pas encore toutes les difficultés que certaines femmes ont pu vivre. C'est une façon de dire que les expériences qui se passent dans les communautés, on n'est pas au cœur de ça. Moi, je suis au cœur de ça. Et même si je ne vis pas... Vous n'avez jamais sauté une grossesse, par exemple? Non, jamais. Voilà. Mais je peux écouter. Et c'est jamais une décision facile. On ne peut pas dire qu'une femme prend la décision d'avoir recours à l'IVG sans qu'en elle-même, elle ne se pose de questions, ou même après l'acte, il faut même un accompagnement psychologique, je vais dire, parce que c'est jamais facile. Et c'est la preuve que c'est lourd ce dont on est en train de parler. On ne peut pas se permettre de juste dire c'est comme ça. Et ça a trait à la dignité de la femme elle-même, à ce qu'elle représente en tant que personne humaine. Et ce n'est pas une décision facile. En tant que femme, je peux ressentir ce que la vie représente pour nous parce que nous portons la vie. Et si j'en arrive à prendre la décision d'avoir recours à l'IVG, je peux mesurer à quel point c'est difficile, ce que je ressens par rapport à ça et pourquoi j'ai fait cela. Et moi, j'ai l'impression que la société a peur du libre arbitre donné aux femmes. Les femmes ne sont pas des êtres qui ne peuvent pas réfléchir. Donc, quand personne ne l'a dit. Et quand elles prennent cette décision, c'est en toute responsabilité. Et elles peuvent vivre avec les conséquences que cela entraîne. Ce sont des personnes humaines qui réfléchissent. Docteur Chefa? C'est pas évident. Docteur Chefa? C'est pas évident. Non, on voit, ce n'est pas évident. On voit la chosification qu'on fait de la femme. Non, pas du tout. Si, bien sûr, c'est parce qu'on les aime paternalisme trop. Au contraire, c'est parce qu'on les aime trop. Et si on ne les aimait pas, on n'allait pas se focaliser sur elles. Je voudrais m'attarder sur deux notions. La première, j'ai vu des femmes qui se sont battues contre le cancer de sein. J'ai vu Jennifer Lopez et même chez nous ici des femmes qui ont dit j'ai fait une ablation de sein pour pouvoir vivre. J'ai vu des femmes qui ont déclaré publiquement qu'elles ont souffert de cancer de col de l'utérus. Je n'en connais aucune qui a dit je viens de m'avorter, voici mon certificat. Pourquoi? Dites-nous. Oui, mais c'est parce qu'on sait que c'est mauvais. Ce qui est bon, on l'assume publiquement. Mais désormais, on décide de rendre ça légal. Vous ne verrez jamais, M. Pécou, vous ne verrez jamais une femme qui viendra ici, et même dans les pays occidentaux, ça n'existe pas, avec un certificat pour dire « je viens de m'avorter ». Voici le certificat, parce que j'en ai le droit. Vous ne verrez pas. J'ai pas fini, non, je vais réagir. Ma dernière notion. Parce que l'honorable Sedami Ménégan Fagla, dont j'aime les positions et la conviction, a dit quelque chose de très grave selon moi. Ce n'est pas l'endroit idéal, mais au moins je pourrais amorcer la question. Les notions de légitimité, de pouvoir public, de représentativité, de mise à l'agenda politique et de reddition de comptes, il ne faut pas s'amuser avec, honorable. Vous n'êtes pas député sans nous. Dieu merci, j'ai un frère député qui me consulte. J'ai des amis patrons députés qui me consultent. Sur telle question, qu'est-ce que toi tu... Sur telle question... C'est pas les femmes. Si j'en ai. Sur telle question, qu'est-ce que tu penses? Et je lui ai dit ce que Quel est le reproche que vous faites? Oui, c'est dit qu'un député ne peut pas dire j'ai été élu, j'ai le quitus, donc je n'ai plus besoin de venir vous voir. Elle n'a jamais dit ça. Non, elle n'a jamais dit ça. Je n'ai pas dit qu'elle a dit. C'est un raccourci Je n'ai pas de mes propos. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je n'ai pas dit que vous avez dit ça. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est un raccourci de mes propos. Honorable Sedami. Quand vous le dites comme ça, c'est ce que les téléspectateurs vont retenir. Honorable Sedami. Honorable Sedami. Il va finir. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'elle a dit. Mais c'est ce que vous êtes en train de suggérer. Honorable Sedami. Sachez que tout ce que vous
Honorable. Non, sachez que tout ce que vous allez dire va être retenu par les téléspectateurs. Non. Mais bien non, sûr, je ne suis pas dur. Honorable, il va finir, s'il Il y vous en a plaît. plein qui me critiqueront. Docteur J'ai Cheppa. des collègues et des pairs. D'accord, Chanceline. Moi, j'ai dit ça. D'accord. Monsieur, d'accord. Permettez-moi de Oui, conclure. 10 secondes. Conclure 10 sur secondes. autre chose, mais pas sur ça. L'honorable secondes. Sedam Imedegan Fagla n'a pas dit ça. D'accord. Mais ça ne m'empêche pas. Ça ne m'empêche. Non, Non, pourquoi? D'accord. Pourquoi? Ça ne m'empêche. Mais Allez-y. le père Kedo Wide a dit quelque chose tout à l'heure. Bien sûr. Je m'appuie là-dessus. D'accord? Et ce que je dis ne revient pas in extenso aux déclarations de l'honorable ici présente. Pas du tout. D'accord. Mais je voudrais m'appuyer là-dessus pour mener un raisonnement dont nous avons besoin. 10 secondes. Et dans tout cela, 10 secondes. oui, dans tout cela, monsieur Pepou, la notion de représentativité. Ouais. Si le directeur général de l'ORTB vous représente, il reviendra vous faire le point. D'accord. Donc, D'accord. c'était important. Chanceline d'abord. Moi, je veux finir. Moi, je pense que personne ne veut en arriver à une situation où les femmes sortent avec j'ai avorté parce que c'est une fierté, parce que j'ai le droit. Non, ça c'est ironiser la situation et ce n'est pas ce dont on rêve. Non, mais ce qu'il dit plutôt, c'est que la courbe, justement, de l'avortement sera désormais plus grandissante. Absolument Parce que l'avortement, d'abord, c'est un recours. Ce n'est ni un médicament, ni la Ça devrait être le dernier recours, mais là, ça devient le premier recours. C'est pas officiel. Le premier recours, c'est parce qu'on est en train d'oublier le processus qui en amène là. Et même, il y a des agents de santé les femmes prennent la décision d'aller pour dire je veux avoir un recours à l'IVG et en fin de compte, elles se disent ok, ce dont j'avais peur, je peux surmonter cela. Il y a des personnes qui peuvent m'aider, dont je garde. Il y a toujours un processus de réflexion. Ce n'est pas le premier réflexe, ok, j'avorte. Donc, cette loi-là ne vient pas faciliter le processus pour les femmes. Au contraire, puisqu'on sait maintenant qu'on peut en avoir recours sans grande difficulté, ça pose justement le contexte pour mieux réfléchir. Parce que c'est jamais sans conséquence personnelle et pour toute la vie. Donc, c'est pas, la loi ne vient pas entraîner quelque chose où les femmes vont juste avorter. Au contraire, même cette loi a pour conséquence le fait que chaque individu se responsabilise et ait des comportements sexuels responsables. Parce qu'on sait que ça peut entraîner une conséquence. Et si on ne veut pas en arriver à avoir recours à l'IVG, comment est-ce qu'on se discipline sexuellement pour ne pas en arriver là? Ça aussi, c'est une conséquence de la loi. Mais on se focalise tellement sur l'effet, ok, c'est légalisé, les femmes iront avorter juste comme ça. Non, ça c'est juste infantiliser les femmes, les traiter comme des êtres qui ne peuvent pas réfléchir. Quand on aime quelqu'un, on lui donne la marge pour réfléchir elle-même, pour prendre une décision qui favorise son épanouissement et pas juste dire nous aimons, nous savons ce qu'est. Et quand le député vous appelle pour vous consulter, il ne consulte pas les femmes de son village pour savoir quels sont les besoins, les problèmes de ces femmes. Mais vous ne pouvez pas parler au nom de ces femmes. Les femmes sont les meilleures spécialistes de ce qu'elles vivent. Honorable Sedami, cela ne mettra pas fin à la clandestinité, sans doute des avortements, mais en même temps, ce ne sera pas une loi facile dans son application. Vous savez, nous avons le devoir de voter les lois et ensuite le gouvernement prend les décrets d'application pour la mise en œuvre de la loi. Donc nous ne sommes pas responsables de la mise en œuvre, c'est le gouvernement. Donc le ministère de la Santé, le ministre de la Santé va, je pense, dès que la loi sera promulguée, parce que ce n'est pas encore le cas, mais dès qu'elle le sera, il va sortir les décrets d'application. Il y a un téléspectateur qui dit, par exemple, en s'adressant à vous, honorable, qu'au lieu de voter une loi par rapport à l'avortement, que vous devriez plutôt penser à des lois qui puissent accompagner, par exemple, des femmes qui ont été victimes de viol et tout ça. Mais ça, c'est pas une priorité. Vous savez, non, c'est pas ça. Il y a des structures. Il n'y a pas de loi pour accompagner les femmes qui sont victimes de viol. Mais nous avons un ministère des Affaires sociales, nous avons des assistances sociales, nous avons aujourd'hui l'Institut national de la femme, nous avons tout un écosystème qui va permettre d'accompagner la femme psychologiquement sur un certain nombre d'aspects. Donc, c'est pour répondre à cette question, c'est ça. Et même dans les sociétés où la grossesse est prise en charge, tout type de grossesse est prise en charge, l'avortement existe, l'IVG existe. Et je voudrais revenir, en fait, j'aurais voulu répondre au prêtre, et Chanceline l'a fait très bien à ma place. Pendant ce temps, Chanceline, tu vas me permettre de prendre ton siège. Maurice Tantan va l'occuper juste pour nous rapporter les commentaires de nos amis internautes avant qu'on ne puisse conclure. Oui, honorable, allez-y. Ok, vous savez, en réalité, tant que dans une société, il y a une poche de femmes qui ont recours à l'avortement, c'est que la société entière a échoué.
c'est que la société entière a échoué. Les confessions religieuses, les acteurs sociologiques, les ONG, tout le monde, on a échoué. Et l'État dit que, OK, même l'État a échoué puisque l'État continue à mettre en œuvre toute une politique de sensibilisation des jeunes filles, de recours, aux moyens de contraception, etc., qui ne marche pas bien dans notre société, il faut le reconnaître. Et ce serait bien que l'Église continue à accompagner également l'État sur ces aspects-là. Et nous prions tous pour y arriver, pour réussir, pour que le nombre de recours à l'avortement clandestin, le nombre de recours à l'avortement tout court diminue dans notre société. Mais tant qu'il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 000 femmes qui auront recours, qui demanderont cet acte médical-là, l'État a l'obligation, l'État béninois, le constituant béninois a l'obligation de l'autoriser. Parce que l'article 8 de la Constitution, que je préfère vous lire, je ne vais pas vous la décrire, dit exactement ceci. D'accord. Mon père, je viens à vous, hein, vous allez réagir dans un instant. La personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. À cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à la formation professionnelle et à l'emploi. Et je voudrais m'arrêter sur à la santé. Il ne faut jamais oublier que l'interruption volontaire de grossesse est un acte chirurgical, c'est un acte médical qui doit être pratiqué par des personnes ayant les compétences dans des conditions sanitaires requises. Même si parfois ça échoue, là je rebondis sur ce que le sociologue, le docteur a dit, parfois ça échoue. Dans même les actes médicaux les plus banaux, parfois donnent drame, débauchent sur des drames. Donc ça on ne peut pas, il y a un pourcentage de risque qui échappe, qui est lié qui est de l'ordre de la vie, on ne peut pas revenir là-dessus. Mais si l'État béninois reconnaît que c'est un acte médical et que nous, constituants, avons mis dans la Constitution que l'État a le devoir d'apporter, d'autoriser l'accès égal à la santé, donc à tout ce qui est acte médical, on ne peut pas continuer à fermer les yeux. Nous avions le devoir, l'obligation d'autoriser ces femmes-là qui décident d'avoir recours à cet acte-là, d'y avoir recours là où il faut. C'est ce qui justifie votre position. Père Kadowile. Tout le monde semble être d'accord à la réflexion, dire l'État a échoué, les religions ont échoué. Tout. Non, pas du tout. C'est pas parce que il y a quelques-uns qui a des problèmes qu'on a échoué. Sinon, je vais dire que le Christ a échoué pour sa rédemption parce qu'il y a eu Judas. Non, pas du tout. C'est pas ça. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que il y a des enjeux sociaux discutés selon des approches qui ne sont pas des approches, et tout le monde n'a pas les mêmes approches, d'accord? Et ces mêmes différentes approches-là permettent soit de résoudre le problème, soit d'en créer. Rien ne nous dit que la décision votée par les députés, c'est vraiment une solution. C'est à la pratique que nous allons censurer. C'est à la pratique que nous verrons si ça nous a aidé ou ça nous a créé d'autres problèmes et que notre incompétence sociale continue. Donc c'est pour éviter ça que l'Église chaque fois dit, et je le répète, l'Église dans sa dynamique travaille toujours sur l'être et non sur les choses. Ça c'est très important. Si vous prenez des lois juste pour des choses à réglementer, etc., c'est que l'expérience a montré que même dans les autres pays, ça ne fonctionne pas. Docteur Chefa, 30 secondes. Hein. Oui, monsieur. Bon, là, le père Kadowile m'étonne parce que c'est un docteur, je voudrais le rappeler. Oui. Et puis, l'honorable Sedam Imenegan Fagla aussi. Docteur aussi. Donc, il n'y a que des docteurs. Oui, bon, c'est un panel de docteurs. Elle a 100% raison. Les agents sociaux, c'est-à-dire la famille, le milieu religieux, le milieu professionnel, l'école, les mass médias, tous ont échoué. S'ils n'ont pas échoué, ça n'a pas de sens. Mon père, quand vous étiez enfant, quel est le rapport qu'un être humain pouvait avoir avec un prêtre? Quel est le rapport qu'un enfant pouvait avoir avec un prêtre? Ce qu'un prêtre dit, je ne veux pas parler de ma vie religieuse parce que je ne suis pas ici pour ça. Ce qu'un prêtre dit,
est une parole divine. Aujourd'hui, le prêtre parle et l'enfant fait comme ça. Aujourd'hui, il y a des enfants... Ça, c'est un autre débat, Dr. Cheffa. Non, c'est l'échec. D'accord. Aujourd'hui, il y a des enfants qui frappent leur professeur. Aujourd'hui, vous avez des enfants de 10 ans qui crachent à la figure de leur institut. Dr. Cheffa, on va recueillir les commentaires de nos amis internautes. C'est ou l'indicateur même de l'échec des agents sociaux. Ça, c'est un autre débat. Il faudrait mieux accepter ça pour bâtir la... D'accord. Alors, Maurice Santin est avec moi. On discute toujours les concepts. D'accord. On revient à ça. C'est quoi l'échec? Pour l'heure, qui n'a pas fonctionné. Docteur Cheffa, Maurice Santin est avec moi en plateau. Bonjour, cher Maurice. Bonjour, Ricardo. Alors, les téléspectateurs ont dit quoi? Les téléspectateurs ont réagi à la question du jour. Je rappelle qu'on a posé la question de savoir, la loi est votée maintenant, comment perçoivent-ils l'adhésion du public pour la mise en œuvre, disons, sereine, de l'application sereine de cette loi. Il faut dire, déjà, on a vu lundi passé que les positions étaient tranchées, partagées sur le sujet. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les téléspectateurs, les internautes sont sceptiques quant à l'application effective de cette loi. Ils trouvent que les pesanteurs sociales, les pesanteurs religieuses vont empêcher, disons, l'adhésion, vont limiter l'adhésion du public par rapport à cette loi. C'est ce que nous allons voir dans les commentaires que j'ai pu glaner pour vous ce matin. Cheikh Takbara nous écrit: pour ma part, j'ai l'impression que nos dirigeants cherchent à prouver ou à promouvoir quelque chose qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs, nos réalités, notre culture. L'application effective de cette loi sera vraiment une porte ouverte à une certaine liberté qui ne répond et qui ne cadre pas avec nos réalités, écrit cet internaute. Boniface Zongbossi nous écrit que le facteur religion va énormément peser dans la mise en application de cette loi. Les religions importées et certaines religions endogènes considèrent l'avortement comme un péché quasiment impardonnable. Étant donné que les praticiens des 10 religions occupent une proportion importante de la population, il sera alors difficile que la majorité des Béninois adhèrent à cette loi, quelle que soit la stratégie de communication adoptée, conclut Boniface Zongbossi. Carlos Dankpeso nous dit que cette loi est en inadéquation avec les réalités socio-culturelles du Bénin. L'objectif de cette loi ne sera pas atteint. Les élus n'auront aucune transformation de la société parce que les interdits existent et feront une barrière à cette loi. Ils peuvent se lancer dans l'hypercommunication. Ils n'auront jamais gain de cause, prévient Carlos Dankpeso. Jean Zounon nous écrit qu'après le vote de cette loi, elle ne fera jamais l'unanimité au sein de la population, quelles que soient les explications des membres du gouvernement et autres, parce que nos us et coutumes ne permettent pas ce genre de pratique. Même les sensibilisations prochaines, à mon avis, ne changeront rien. Ipman Huntondi écrit s'interroge: qui évalue la détresse matérielle, éducationnelle ou professionnelle? La détresse matérielle implique une détresse financière, donc l'argent. Si la femme a un boulot ou l'auteur de la grossesse a un emploi stable qui va lui permettre de prendre en charge la grossesse, vous voyez que cette détresse n'aura plus lieu. En un mot, c'est le chômage qui amène cette détresse. L'État doit aborder les vraies questions du développement au lieu de nous distraire. Et je vais terminer avec le commentaire de Akora Serge qui écrit: moi je trouve que ce n'est pas ça la solution, car c'est le chômage des parents qui conduisent la plupart des jeunes filles, apprentis ou élèves, assortis avec les jeunes garçons qui leur proposent de l'argent. Donc selon moi, écrit-il, le mandat hautement social doit commencer par la création des emplois. Cette loi vient donner le feu vert à nos sœurs qui peuvent tomber enceintes à n'importe quel moment et avorter, alors que ceux qui pratiquent l'avortement auront des problèmes d'enfants demain, écrit à Coracel. Voilà, Ricardo, la substance des commentaires des internautes aujourd'hui. Et voilà qui traduit d'ailleurs ce que les téléspectateurs pensent de ce sujet dont nous débattons depuis plus d'une demi-heure. Maurice Santin, quel est votre avis sur cette question? Vous avez suivi d'ailleurs le débat de l'autre côté. Je pense que j'ai suivi le débat avec beaucoup d'intérêt. Je pense que chacun est un peu dans son rôle et je rejoins une partie de ce que les internautes ont dit, en tout cas dans la mise en œuvre dans l'application de cette loi-là,
que les pesanteurs sociales, les barrières, les pratiques qui sont les nôtres, le niveau de conscience collective que nous avons, la représentation que nous avons aujourd'hui dans notre pays de la vie, de la conception de la vie, de la famille, de l'enfant, sont tels que le législateur a peut-être voté une loi aujourd'hui, mais qui va prendre du temps pour être intégré dans la société. Je prends un exemple. On dit aujourd'hui que l'IVG est possible dans les conditions qui sont édictées. On est d'accord. Et il y a un centre qui est agrémenté, ou bien qui a l'autorisation de la pratiquer. Mais les gens qui travaillent dans ces centres-là, les médecins, les infirmiers, ils sont connus dans l'environnement. D'accord? Et quand ils vont, on sait que dans notre armée, quelqu'un va faire l'IVG, il va sortir. Les gens vont les regarder, vont dire, ah, c'est lui qui fait ça. Vous voyez? Donc, il y a des choses dont on est obligé de tenir compte et qui vont quand même limiter, disons, cette pratique-là. Et moi, je l'ai dit lundi passé, je me réjouis finalement que le débat se fasse maintenant. Et on ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et se retrouver avec une législation, disons, brutale sur des sujets qui touchent des fondements sociaux de notre pays, de notre nation, je vais dire. Et donc, il y avait nécessité d'avoir une grosse discussion, de longues discussions sur le sujet et d'arriver à sortir des solutions qui sont authentiques et qui sont adaptées à nos réalités, parce qu'on a souvent on a l'impression aussi que voilà, on se trouve avec des solutions copier-coller. D'accord. Merci. Maurice Tonton, on ne va pas refaire le débat 30 secondes, top chrono, parce que j'ai encore deux chroniques là à faire passer. 30 secondes, top chrono. Oui, docteur Chefa, pour conclure. Oui, monsieur Pepou. Je voudrais vous dire que quand on parle d'avortement clandestin, ce n'est pas toujours que ce sont les femmes concernées qui réalisent ça d'elles-mêmes. Un jour, je sentais ma tension monter au volant et le premier centre de santé que j'ai trouvé, oui, c'était en 2014, le premier centre de santé que j'ai trouvé, j'ai arrêté, parce que j'avais peur d'avoir un accident. 15 secondes. Donc, j'étais allé juste pour prendre ma tension. Quand un ami m'a vu, alors quand je suis sorti, il dit, mais qu'est-ce que tu cherches là? Là, dans cet établissement-là, ils font des avortements. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Et je lui ai expliqué. Donc, la main de l'expert ou du professionnel aussi, il faut savoir ce dont nous sommes en train de parler. Merci. Et je voudrais finir en demandant à tous les agents sociaux de bien se remettre dans leur rôle. Aujourd'hui, l'Église a plus de boulot qu'hier. Et il se peut qu'on ait aussi des gynécologues ou des obstétriciens professionnels qui refusent de pratiquer l'avortement sur une femme. C'est possible. 30 secondes. La vie est précieuse. Même en Europe, je pense qu'il y a quelques années, l'État a été obligé de doubler le salaire des personnes qui veulent faire l'avortement parce que détruire la vie, c'est toujours traumatisant. Et pour la personne qui avorte et pour la personne qui réalise. Je voudrais dire qu'il faut tout faire pour que dans notre pays, c'est vrai, nous aidons le gouvernement. Les gens qui pensent que l'Église n'aide pas le gouvernement par notre réaction, nous aidons le gouvernement parce que nous voulons éviter que notre pays, comme dit le jeu, soit copie-collé. Puisque ce n'est pas seulement au Bénin. Quand vous écoutez l'actualité de l'Afrique de l'Ouest, vous voyez que cette loi est proposée un peu partout, comme si la loi est venue d'ailleurs. Donc il faut faire très attention. Je voudrais terminer par cette phrase du Premier ministre, l'ancien Premier ministre du Canada, Jean Chrétien. Jean Chrétien il y avait un débat houleux avec l'avortement. Et Jean Chrétien, on lui a posé la question à la veille des élections. Il a dit, vous savez, moi Jean Chrétien, je suis le 17e enfant de ma mère. Et si ma maman avait avorté, ce serait une tragédie pour le Canada. Je ne serai pas Premier ministre, un bon Premier ministre en plus. Et permettez-moi de souhaiter ceci. Ouais. Et là, je veux faire un appel à notre député. Proposer des lois de prise en charge de toutes les femmes enceintes dans notre pays
parce que elle porte le citoyen de demain. Elle porte un enfant pour nous, c'est un grand trésor. La prise en charge des femmes. Je voudrais demander aussi que les congés des femmes ne soient plus 3 mois, mais au moins 1 an. Je voudrais demander que les femmes soient accompagnées dans leur dignité et que les débats autour de la liberté de femme ne soient plus seulement les débats autour de son sexe ou bien autour de ceci. D'ailleurs, je suggère qu'on change le titre parce qu'on parle de l'avortement et on met ça dans la catégorie de la santé sexuelle. D'accord. Vous voyez que chaque fois qu'on veut parler de la femme, on ne parle que de son bas-ventre. Je souhaite d'accord, mon père, c'est bon. On dépasse ça oui. Et qu'on prenne la femme en tant que personne humaine qu'on défende à tout prix. Merci. Merci beaucoup, Père Kadouide. On aura 30 secondes, 30 secondes, limite. Oui. Pardon, à peine de 30 secondes là. Vous savez, j'ai beaucoup entendu dire qu'il ne faut pas que notre pays soit copié-collé. Oui. Mais ne nous mentons pas, il y a des choses que nous faisons déjà. Nous avons tous accès à Internet, à Facebook, à un certain nombre de... Nous avons beaucoup... nos enfants aujourd'hui ont plus facilement accès aux relations sexuelles qu'hier. Et qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. C'est copier-coller de l'Europe, c'est copier-coller de certains pays, mais c'est déjà chez nous. Et personne ne recherche l'adhésion. On ne veut justement pas, en tout cas moi personnellement, je ne veux pas qu'on adhère à l'IVG. Personne n'attend que notre société adhère, adoube ça, accepte cela. Non. Mais toujours est-il que tant qu'il y aura des femmes qui transcenderont toutes ces barrières-là, pour prendre la décision d'aller vers cet acte médicalisé, l'État a le devoir de leur créer les conditions nécessaires pour y avoir accès. La question est là. En fait, nous fuyons le débat. Nous fuyons le débat. Ce que nous oublions, tout ce que nous disons, c'est dans la société. C'est pour une certaine catégorie de la société qui l'entend. Mais il y a une petite portion, un petit pourcentage de femmes qui, quel que soit ce qu'on dira, quelle que soit la pression sociétale, iront vers ça. Et oui, aucune femme n'ira brandir avec fierté qu'elle a eu recours à l'IVG parce que la société condamne cela. Notre société n'accepte pas ça, ne tolère pas ça. Quand bien même on n'a qu'à se dire la vérité ici, tout le monde connaît quelqu'un qui a fait ça. Tout le monde connaît une sœur, une tante, les religieux. Vous savez, j'aurais aimé... On ne va pas refaire le débat. Non, pardon. Nous avons à l'hémicycle ce qu'on appelle... Non, on ne va pas refaire le débat. Nous avons la radio hémicycle qui a l'avantage de retransmettre en direct les débats de la plénière. Non, je n'ai pas fini. Et j'aurais aimé que vous l'écoutiez et que vous entendiez la réquisition que les concitoyens entendent la réquisition du ministre de la Santé. Et vous savez... les personnes même qui envoient les jeunes filles avoir recours à l'avortement, bien souvent, elles sortent de là où on aurait aimé qu'elles ne sortent Honorable, pas. merci. Je voudrais conclure comme ça. Merci beaucoup, Honorable. C'est bien de donner des leçons, mais il faut assumer ses actes, les conséquences de ses propres actes jusqu'au bout. C'est important. Merci, Honorable Sedami Mélégan-Fagla, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Merci vraiment d'être passé sur ce plateau pour mieux nous expliquer, en fait, les tenants et aboutissants donc, de cette loi votée sur l'encadrement de l'avortement. Docteur Aimé Chefa, sociologue, anthropologue, merci d'être passé également. Père Kadouide, c'était un plaisir. Vous êtes le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Merci vraiment d'être venu. Et puis Chanceline Mevoanou qui était avec nous, activiste féministe, présidente des jeunes filles, actrice de développement. Merci à toutes, merci à tous. Maurice Tantan, merci, à demain. Merci, à demain.